Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre podcast 100% gardien. Cette émission est consacrée aux gardiens de Première Ligue. Après les folles fêtes de fin d'année en Angleterre, c'est l'occasion de faire un bilan sur les révélations, les gardiens en forme, les blessures et les gardiens du top 5 outre-Manche. C'est Nicolas pour vous servir et pour m'accompagner, 3 chroniqueurs. Il attend avec impatience que Tatarou se fasse recruter par un club de Première Ligue. C'est Thomas Bernard. Ouais, salut Nico, t'avais qu'à rester à Nantes. C'est ça. C'est notre fan d'Arsenal qui peut enfin respirer, c'est Renaud Eudier. Bonjour à tous, salut l'équipe, ouais, enfin, ça fait plaisir, c'est un peu moins de souffrance, un petit peu plus de plaisir. Le comeback d'Arsenal. Enfin, notre spécialiste des pelouses anglaises, Robin Popel. Salut à tous, salut l'équipe. Les crampons sont vissés, les gants ajustés, nous pouvons lancer notre revue des gardiens de Première Ligue. Win the yes, need the no to win. Again the no. Nous allons d'abord commencer par les révélations et bonnes surprises de ce début de saison. Robin, tu voulais évoquer la grosse révélation de Première Ligue, le gardien de Sheffield United, Dean Henderson. Oui, tout à fait. Je voulais parler de Dean Henderson qui fait un beau parcours cette année avec Sheffield. Actuellement 8e et promu cette année. L'année dernière, Sheffield, c'était quand même la première défense de Championship et c'est actuellement la 3e défense de Première Ligue. Ils en sont à 7 clean sheets et c'est le deuxième gardien derrière Peter Schmeichel qui lui en a 8. C'est un gardien qui est assez explosif, qui a un très bon placement. On peut en attester l'arrêt qu'il a fait main opposée contre Liverpool la semaine dernière face à Salah. Je trouve que c'est un très bel arrêt qui montre vraiment tout l'étendue de son talent. Ce qu'il y a à savoir sur ce gardien-là, c'est que c'est un gardien qui est prêté par Manchester United. C'est pour la 2e saison d'affilée. Donc un profil aussi qui est intéressant pour Manchester United parce qu'actuellement il joue avec une équipe bas qui joue beaucoup les transitions. Donc c'est un style qui est un peu plus proche de Manchester United et c'est un gardien qui, on va dire, gère beaucoup moins la profondeur que les autres gardiens. On atteste la stat où il fait sur 21 matchs, il a intercepté seulement 5 ballons dehors de sa surface, ce qui est assez pauvre. Mais bon, vu le placement bas de son équipe, c'est tout à fait normal. D'accord. Voilà. Donc il est à 21 buts pris. Donc pour faire cette 3e défense de Première Ligue, Leicester en est à 19 et Liverpool 14. Bon, bien devant, mais ouais. À 2 buts près, c'est la 2e meilleure défense de Première Ligue. Ouais. Après, faut pas oublier non plus que c'est un jeune gardien. On avait vu aussi au match aller contre Liverpool, toujours, une erreur sur le but de Jorginho Wijnaldum. Mais voilà, c'est vraiment le seul souci qu'il y a eu de son côté à Sheffield. Donc, vraiment rien de bien méchant. À noter aussi qu'au mois d'octobre, c'était le gardien qui comptait le plus d'arrêts d'expected goal. Alors, c'est les expected goals, pour le rappeler, c'est les buts qui sont censés être marqués, on va dire, par les attaquants. Et lui, on avait arrêté le plus, c'est-à-dire 4. Après Dean Henderson, tu voulais également continuer sur un autre gardien révélation de la saison, Aaron Ramsdale. Ouais, alors lui, c'est, on va dire, à moindre échelle. Il reprend un peu la succession d'Asmir Begovic, qui n'avait pas été forcément bon. Il passe devant Begovic, il passe aussi devant Arthur Brook, deux gardiens qui étaient vraiment confirmés un peu en Première Ligue. Begovic, lui, qui n'avait pas réussi à vraiment faire de bonnes saisons depuis qu'il est arrivé de Stoke City. Donc ils ont fait appel à un jeune Aaron Ramsdale, qui est assez bon. Il a quel âge? Il a, je crois, 21 ans, c'est ça? Ouais, il est jeune, il est très jeune. Et l'année dernière, il jouait à l'AFC Wimbledon. Donc il était en prêt aussi. Et, il fait des matchs corrects. Après, il faut savoir que Bournemouth a souvent des problèmes défensifs, encaisse beaucoup de buts. Ils sont 18e, 32 buts encaissés. Ouais. Cette partie de saison commence à être compliquée pour eux. J'ai vu notamment le match contre Brighton où ils font un non-match.
Bon, après, voilà, c'est plus un problème collectif, mais lui fait une bonne partie de saison et mérite sa place dans les buts de Bournemouth. Très bien, donc voici les deux révélations en fait qu'on a notées en Première Ligue. Nous avons également plusieurs bonnes surprises chez les habitués de Première Ligue à mentionner. Et nous y allons tout de suite avec Thomas. I am very happy to be in the big club Tottenham. Dans les bonnes surprises, Thomas, tu voulais aborder en premier le gardien d'Aston Villa, Tom Heaton, qui surnageait en ce début de saison compliqué pour Lee Valens. Cependant, il surnageait car il s'est blessé très récemment. Ouais, exactement. Mercredi dernier, face à Burnley, malheureusement, son ancien club, il s'est blessé. Et malheureusement pour lui et les Villains, la saison était terminée. Les croisés. Les croisés au genou, exactement. Et on peut croire que Tom Heaton, si on se focalise sur les chiffres, a fait plutôt une mauvaise première partie de saison, alors que c'est totalement faux. Bien qu'il ait encaissé le plus de buts avec 35 buts encaissés, au classement des stats avancées, donc des buts cadrés prévus moins les buts encaissés. Donc ça veut dire en fait c'est des stats qui se basent sur la capacité à un gardien d'arrêter des tirs cadrés considérés comme des buts, des expected goals. Donc plus le chiffre est positif, plus ça indique une grande capacité à arrêter un ballon qui est considéré difficile. Dans cette stat, on compte pas les pénaltys. Et Tom Heaton, il est deuxième de ce classement avec un indice de plus 6. Donc derrière Henderson, du coup. Il est devant. Non, dans celui-là, il est devant Henderson. Dans cette stat, parce qu'Henderson, il a plus 4,1. C'est Schmeichel qui est numéro 1 avec plus 6,2. Bon. Ouais, mais Tom Heaton, en plus pour Aston Villa, qui cherchait un gardien expérimenté, je pense que le profil de Tom Heaton était excellent. Parce qu'il s'était déjà distingué avec Burnley, bien qu'il s'était là également blessé à l'épaule, ce qui a permis à Nick Pope de se révéler à Burnley. Donc, c'est bien pour les Villains. Bon, malheureusement, il s'est blessé. Donc, on aurait qui pour le remplacer? On parle de Joe Hart pour le remplacer, parce que Joe Hart est condamné sur le banc, à Burnley lui aussi. Donc okay. Après, les gardiens remplaçants, je sais que Robin, il connaît un peu plus les gardiens d'Aston Villa, les remplaçants. Donc, si tu as quelque chose à dire. Ouais, en fait, derrière lui, il y a Nyland, Jetsteer et Kalinic. En fait, l'année dernière en Championship, à mi-saison, on a Nyland qui s'est blessé, qui lui était le gardien titulaire et qui est à un niveau qui est correct. On l'a vu jouer contre Fulham en FA Cup où ils ont perdu 2-1 et lui fait un bon match malgré les 2 buts encaissés qui sont vraiment extraordinairement beaux. Mais voilà, on a Jetsteer qui était arrivé à mi-saison avec Kalinic qui aucun des deux n'a réussi à s'imposer clairement dans les buts d'Aston Villa même malgré la montée. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait appel à Tom Heaton parce que Nyland était encore un peu blessé. Donc il fallait un gardien expérimenté. Heaton était là. Heaton aussi est un vrai leader du groupe parce qu'on a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Il y a très peu de garçons expérimentés dans l'équipe à part El Mohammadi et Chester qui sont eux 2 joueurs cantonnés au banc. Donc, fallait vraiment avoir un leader technique et physique et même au niveau de la parole, il fallait cette chose-là. Donc, c'est sûrement ce qui risque de manquer à Aston Villa, mais il peut y avoir quand même cette solution en interne avec Nyland. Après, si c'est Steer ou Kalinic, je pense que ce sera peine perdue. Un autre gardien qui surnage dans un club en difficulté, c'est ce bon vieux Ben Foster de Watford, actuel 19e de Première Ligue. Robin, tu as regardé les performances de Ben Foster? Ouais. Alors, malgré le classement qui pourrait dire que Ben Foster n'est pas à la hauteur, au contraire, on a un Ben Foster qui sauve un peu les siens depuis quelques semaines avec Deulofeu. Et depuis l'arrivée du nouveau coach Nigel Pearson, on a les résultats qui vont avec. J'ai pu voir sa prestation contre Aston Villa, où Aston Villa joue à 11 contre 10, mais perd 3-0
contre Watford. Et à 0-0, on a un arrêt qui est assez stupéfiant de Ben Foster qui arrête une tête à bout portant de Wesley. La tête, elle arrive très proche de son corps, très proche de ses pieds, mais Ben Foster ne peut pas la prendre avec les pieds et il va balancer son corps pour aller chercher le ballon rapidement au sol avec sa main droite. Et je trouve cet arrêt qui est assez stupéfiant et on a vraiment là un gardien qui est en confiance et qui est vraiment dans la pleine possession de ses moyens. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il avait failli marquer contre Chelsea de la tête, mais on avait eu un arrêt de Kepa. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, ça nous parle en fin de match. À la fin, c'était congratulé les deux, c'était une belle image d'ailleurs. Oui, c'est Thomas qui l'avait, qui en avait parlé dans une buvette. Autre gardien, alors on a beaucoup parlé de gardiens anglo-saxons. Toi, Renaud, tu voulais souligner la performance d'un joueur qui nous a fait mal à l'Euro 2016, donc en finale de l'Euro 2016, c'est le Portugais Rui Patricio des Wolves de Wolverhampton. Oui, exactement. Rui Patricio, qui est pas mauvais du tout avec Wolverhampton, qui sont actuellement 7e, donc qui ont vraiment qui font un bon début de saison. Donc là-bas, c'est un petit peu le Jorge Mendes FC, c'est vraiment la connexion portugaise. Oui. Il y a énormément de Portugais, il a été très fort. Il y a eu un moment là récemment pendant le Boxing Day contre City où il a fait un double arrêt sur penalty. En fait, il a arrêté 2 fois un penalty qui a été retiré en fait contre Sterling, et sur le deuxième, malheureusement, il y a le rebond et Sterling la met au fond, mais il a vraiment été bon. Il a 33 ans, donc il est, dans un sens, c'est un gardien quand même assez expérimenté qui a plus de 600 matchs à son actif. Et il a toujours de bons restes. Il est vraiment fort. Il a plutôt les techniques modernes. Il sait faire les sorties en T, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais il a toujours de très bons réflexes sur sa ligne. Et je pense que son expérience apporte beaucoup à une équipe qui mélange pas mal de jeunes, mais aussi des joueurs un peu plus expérimentés et qui du coup tient pas mal la route. En effet, parce que Wolverhampton, si je ne m'abuse, ils sont 7e de Première Ligue. Après, moi, j'avais une petite remarque à faire sur lui. Yes. Moi, quand il est arrivé, je me posais la question du rendement qu'il pouvait avoir. Parce que c'est pas un gardien qui sort beaucoup, c'est pas un gardien. C'est surtout un gardien qui est un shoot keeper. En fait, il fait beaucoup. C'est un gardien qui est souvent sur sa ligne. Et je pensais que ça aurait pu lui desservir, mais je trouve que malgré tout, il s'en sort très très bien et il fait des très bons matchs. Oui, tout à fait. C'est comme tu l'as dit, on l'a vu avec le Portugal, sur sa ligne, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'ensuite, c'est plutôt un gardien d'équipe qui subit. C'est ça. Tout à fait. Ça, et les Wolves sont une équipe qui construit pas beaucoup de jeux, mais qui sont assez costauds défensivement et qui se projettent aussi assez bien. On l'a vu notamment contre Manchester City faire une très grosse prestation. En effet, et pour continuer sur Rui Patricio, donc là on a parlé de Tom Heaton, on a parlé de Ben Foster et Rui Patricio qu'on voulait mettre en lumière, mais on a d'autres gardiens qu'on peut mettre en lumière, juste pour tous les citer avec chacun une stat intéressante. Il y a Vicente Guaita, le gardien de Crystal Palace, donc qui est 4e meilleure défense avec 23 buts pris. À titre personnel, moi je l'avais vu contre Chelsea et j'avais été impressionné par son calme et ses réflexes dans les buts. Donc c'est l'ancien gardien de Retafe qui a mis sur le banc Hennessy, le gardien du Pays de Galles. Ensuite, on a également le gardien de Newcastle, Dubravka, qui a une stat sympa, je crois, Thomas. Oui, c'est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts lors de ses 21 matchs avec 83 arrêts. Donc il est en grande partie responsable de la 13e place de Newcastle, parce que je pense que sans Dubravka, Newcastle serait plus bas, parce que tellement cette équipe est faible et propose peu de choses dans le jeu. Après, en même temps, avec Steve Bruce en tant que coach, tu peux pas espérer en plus. Donc Dubravka est là. Ensuite, on a Nick Pope
à Burnley. Vous avez une petite stat, Robin? Ouais, bah, j'en ai même deux. En fait, c'est le gardien qui fait le plus qui intercepte le plus les centres. Et c'est le gardien qui, en fait, aussi intervient le plus en dehors de sa surface. Donc, c'est vraiment aussi un gardien qui est assez complet, Nick Pope. Très intéressant et jeune. Donc, je pense qu'il a de l'avenir aussi. Ensuite, on a également un autre gardien alors moi, que j'ai vraiment apprécié contre Chelsea, c'est Matt Ryan de Brighton. Je trouve que le coach dont j'ai perdu le nom les fait très bien jouer. Et tu disais? Graham Potter. Ouais, c'est ça, Graham Potter les fait très bien jouer. J'ai trouvé que Matt Ryan faisait également super bien le circuit avec sa défense. Oui, il est plutôt à l'aise au pied, parce qu'avant, il était à Valence, même si à Tout à Valence, fait. c'est pas très bien passé pour lui. Mais ouais, c'est un gardien qui est plutôt à l'aise au niveau de ses pieds. Et puis, c'est plusieurs saisons quand même depuis qu'il est à Brighton où c'est une référence en Premier League. Tu es certain d'avoir de bonnes performances avec Matt Ryan dans les buts. Tout à fait, pour l'international australien. Ensuite, on a également, alors là, c'est une colocation à Southampton. Tu voulais en parler, Robin? Pas Entre Angus spécialement, Gunn mais et c'est son... juste que il faut savoir qu'Angus Gunn a perdu sa place de titulaire au profit de McCarthy. Angus Gunn était le gardien qui était dans les buts pour Southampton contre Leicester. Je ne sais Ok. pas si vous vous souvenez de la valise prise par 9-0. Southampton. Hein. Ouais, c'est Oui, ça. d'accord. C'était lui. Bah voilà, donc c'est en une stat. Donc c'est une première saison un peu délicate pour lui. Après, il avait des bonnes références au niveau inférieur, mais c'est dommage pour lui et on espère qu'il reviendra un peu plus fort. Et enfin, un autre gardien alors qui se bat, et qui est pas si jeune, c'est Tim Krul à Norwich. Ouais, Euh, et il avait arrêté 2 pénaltys, je crois, dans le même match contre United. Tout à fait. Et moi, je me souviens que je les avais vus également gagner contre Manchester City de manière assez 3-2. improbable. C'est ça, de manière assez improbable où Tim Krul arrêtait tout de la tête, du cul, du coude, mais, mais ça rentrait pas. Et Norwich qui est bon dernier de Première Ligue. Après avoir parlé donc de ces vieux briscards de Première Ligue et principalement de ces gardiens en forme, nous allons parler de gardiens de clubs plus en difficulté et surtout de clubs qui aspirent au haut niveau de la Première Ligue dans cette nouvelle rubrique. Tell us about that goal you scored today. I don't understand. The goal. Yes. Describe it. Description. Yes, description. No, I recoup the ball, and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. Nous allons rester à Londres et nous allons parler de deux absences marquantes de Première Ligue, celle de Fabianski de West Ham et celle de Lloris à Tottenham. Robin, comment tu analyses les intérims des deux gardiens de ces clubs? Alors, celle de Lloris, je la trouve correcte. Donc c'est Gazzaniga. La participation de Gazzaniga. Il fait des bons matchs. Après, faut pas oublier que c'est un intérim qui est long pour lui, parce qu'il a jamais eu trop l'habitude de la Première Ligue sur ses temps de passage. Il a souvent fait un ou deux matchs, mais il n'a pas été euphorique, je trouve. Il nous a pas fait deux grands matchs et après il s'est arrêté. Il a fait des bons matchs. Il a fait des erreurs aussi, notamment le penalty concédé contre Chelsea. C'est pas un mauvais gardien. Bon, ça reste pas Lloris, mais on a un bon deuxième gardien, je trouve. Deuxième gardien correct. Thomas, tu l'avais vu, c'est ça? Je crois que tu l'avais pointé dans un RMO précédent. Bah, contre Chelsea, on va dire que la décision sur sa sortie, c'était assez incompréhensible. Après, Ouais, elle est pas bonne, hein. ouais, bah, Elle est pas bonne. Mais on a un match qui nous fait contre Liverpool qui est vraiment bon. Oui, Après, je voulais en parler, ouais, où ce match-là, Ouais, il arrête tout, quoi. Même si. ouais, c'est ça. Faut savoir, c'est un grand gardien. C'est-à-dire grand Ouais, par la c'est taille. ça. Et jeu au C'est pied, ça. je sais pas si on peut dire que c'est mieux que Lloris. Bah, Mais je pense que Mourinho, quand même si Gazzaniga fait ce qu'il peut, attend avec impatience le retour du Lloris.
La ligne de mire, c'est la Ligue des Champions ou ils sont encore qualifiés, on est d'accord? Oui. Ouais. Oui. Donc la Leipzig. ligne. Ouais, contre Leipzig. Donc en plus, on peut imaginer qu'il y a il y a quand même une grosse opportunité pour passer. Donc on peut imaginer que Lloris va se préparer pour revenir Ouais. tout début février, jouer en championnat et enchaîner sur la Ligue des Champions. Mourinho s'attend à un retour de Lloris en février. En effet. Alors un autre retour qui est plutôt attendu d'un ancien qu'on avait l'habitude de voir dans le top 5 de Première Ligue, c'est Fabianski. Ouais, exactement. Bah oui, Fabianski, c'est quand même une référence en Première Ligue, un habitué du championnat. Avec Swansea, il a été performant. Avec West Ham, lorsqu'il n'était pas blessé, il était performant. Et d'autant plus que l'intérim n'a pas été très fructueux pour les Hammers, avec les prestations de Roberto qui ont été plus que moyennes, pour être gentil. Puis Dean Martin qui l'a remplacé, mais il s'est retrouvé en tant que numéro 1 un peu. C'est un peu chanceux pour lui, on va dire. Hein. C'est une opportunité, un rêve pour lui. Il ne s'attendait pas à jouer autant. Et donc, lors du dernier match, là, avec l'arrivée de David Moyes aussi, avec un nouveau coach que Fabianski connaît, West Ham s'est imposé largement et tu vois Fabianski déjà l'impact qu'il a sur sa défense, que plus d'autorité déjà, plus de légitimité. Oui. Ses défenseurs ont peut-être plus confiance aussi parce que quand tu sais que Moreno ou Dean Martin ne sont pas des bons gardiens par rapport à Fabianski, tu es moins serein derrière et cette prestation sont peut-être plus négatives pour West Ham. En effet. Donc on est d'accord sur l'intérêt de Fabianski et c'était même le match où Sébastien Haller avait mis une bicyclette. Donc on vient de parler de ces absences qui manquent, donc Fabianski et Lloris qui manquent à leur club. On veut parler peut-être de deux autres clubs qui sont toujours convalescents mais où ça va mieux. On veut d'abord parler d'Arsenal avec Leno qui, contrairement à son équipe, fait plutôt un bon début de saison, mais qui est dans le mauvais bateau d'Arsenal depuis septembre. Ah bah oui, clairement, Leno, il sauve vraiment la mise à Arsenal un paquet de fois. Alors attention, quand j'entends sauver la mise, c'est éviter de se prendre une énorme valise à chaque match. Et donc du coup, il fait beaucoup d'arrêts, il fait beaucoup de sauvetage. Il est même, moi, je le trouve assez bon. Mais le problème, c'est que devant, jusqu'à présent, alors on se parle avant l'arrivée de Mikel Arteta, mais c'est vraiment, il jouait avec des plots et c'est pas possible. Donc il joue sans défense et du coup, il a fait énormément de sauvetage et il a permis, à défaut d'une victoire, il a au moins permis de limiter la casse. Et alors malheureusement là il a fait une erreur pendant le Boxing Day contre Chelsea où il est 100% fautif, mais voilà, ça arrive et ça faisait tellement de matchs qu'il tenait le Arsenal à bout de bras et toute sa défense à bout de bras qu'on peut pas lui en vouloir. Et donc j'espère que justement avec un peu l'arrivée d'Arteta, le renouveau un petit peu du jeu Arsenal, il va pouvoir un petit peu profiter des fruits de son travail et de profiter un petit de victoires et peut-être de clean sheet, soyons fous. Thomas, t'évoquais en off ses stats, c'est ça? Il a de très bonnes stats avec Arsenal. C'est le deuxième gardien de Première Ligue ayant réalisé le plus grand nombre d'arrêts avec 80 arrêts. Donc aussi, ce qui indique aussi, comme disait Renaud, que c'est une défense plutôt friable avec des performances plutôt mauvaises de la part de David Luiz ou Socrates. Donc ouais, Leno s'en sort bien. Après, malheureusement pour lui, dernièrement avec Arteta face à Chelsea, ça s'est pas très bien passé où il fait des erreurs qui coûtent la victoire à son équipe. Mais c'est vrai que Leno, c'est pas le joueur qui a le plus à critiquer depuis le début de saison chez les Gunners. D'autant plus que son second, Martinez, a fait un très bon match contre Leeds. Pour avoir regardé le match, ce qui est marrant, c'est quand tu dis qu'il fait le plus grand nombre d'arrêts. On l'a vu en première mi-temps contre Leeds. Si Martinez n'est pas bon, il y a minimum 2-0 pour Leeds. Oui, donc tu vois là, les gardiens d'Arsenal sont mis en valeur par. C'était David Luiz et Socrates derrière. La capacité de leurs défenseurs, oui. Voilà.
Donc c'était On voit qu'il y a des bons gagnants, Arsenal. c'était assez criant durant ce match. Également, Robin, tu voulais nous parler d'un autre gardien qui a défrayé la chronique récemment en faisant un cul sec de bière lors d'une compétition de dart. C'est Pickford. Ouais, on va dire que depuis quelques temps, Pickford n'est pas au mieux. Il n'est pas sur la même lancée qu'il avait à Sunderland. Donc on attend vraiment plus de lui parce que c'est un gardien qui a de grandes qualités. On Comme tout rappelle, l'effectif. ouais, Comme c'est tout le numéro 1 de l'équipe Ouais, c'est d'Angleterre. ça. C'est le numéro 1 anglais. Et il faut rappeler aussi que les prestations d'Everton, ce n'est pas non plus que lui, mais il est pas transcendant. Et Everton végète à une place de 10e, alors qu'ils ont un effectif qui est assez dingue. Voilà. On a quand même eu un renouveau d'Everton avec l'arrivée de Carlo Ancelotti pour avoir vu les différents matchs, notamment celui contre Newcastle. C'était intéressant. Ouais, mais et j'espère que Ancelotti va utiliser un peu plus son jeu au pied, le jeu au pied de Pickford, parce que c'est vraiment un atout qui pourrait être intéressant. Et j'espère que Pickford va revenir en forme, parce qu'il y a aussi l'Euro qui sera important pour l'équipe d'Angleterre. En effet. D'ailleurs, donc c'était la discussion qu'on voulait avoir dans les gardiens de Première Ligue. Toi, tu verrais qui en numéro 2 ou numéro 3 anglais? Alors, sachant qu'Eaton, c'est mort, Foster n'a pas été appelé depuis longtemps, Butland est toujours en Championship et pourrait peut-être retrouver un club parce avec les blessures qui sont arrivées, notamment d'Eaton, peut-être que ça pourrait être une piste à évaluer du côté d'Aston Villa. Mais pourquoi pas avoir une triplette assez jeune avec Pickford, Pope et Anderson, sachant que Southgate a toujours mis l'accent sur le fait que ceux qui étaient sélectionnés en équipe d'Angleterre, c'était pas un CV, c'était avant tout sur les performances et sur l'envie de jouer pour l'Angleterre. Donc je pense qu'il fera sûrement appel aux 3 gardiens en forme à la fin de saison. Donc très bien pour Pickford. On a parlé de Leno, on a parlé de Pickford, on a parlé des remplaçants de Fabianski et de Lloris. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va parler des gardiens du top 5 de Première Ligue. Eric va vous ajouter un petit mot simplement pour votre sagacité et votre esprit. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Pour respecter une petite logique, on va commencer par le 5e de Première Ligue. Ton petit chouchou, Robin, Monsieur De Gea. De Gea, c'est un gardien que j'ai beaucoup admiré, on va dire, ces dernières années, mais qui fait défaut en ce moment à Manchester United. C'est clairement le mot. Selon Opta, donc une source qui est assez fiable, De Gea serait le joueur de Première Ligue à avoir fait le plus d'erreurs occasionnant un but. Il en est à 6 depuis le début de saison sur 21 matchs. C'est assez énorme. Et il a fait notamment un cadeau à Watford, un beau cadeau de Noël, avec notamment une faute de main évidente sur le but d'Ismail Assar contre Watford. Et il y avait eu un autre cadeau de Wan-Bissaka pour un penalty, et ce qui a fait un joli pactole pour Watford qui a gagné 2-0 contre Manchester United. Oui. Donc on a vraiment, c'est vraiment compliqué pour De Gea ces dernières années. Après, faut pas oublier qu'il a des qualités qui sont extraordinaires, mais je pense que mentalement, ça devient compliqué pour lui. Sachant que c'est un gardien qui était qui est connu avant tout pour être très très bon sur sa ligne, et c'était sa marque de fabrique. Donc on voit qu'il fait énormément d'erreurs. Il est à seulement 3 clean sheets depuis le début de saison. Et en termes de sortie aérienne, c'est le gardien qui va le moins chercher les ballons. Il en est à 4 depuis le début de la saison. Derrière Hugo Lloris. 4 sorties aériennes sur 21 matchs.
Selon le site de la première ligue. Je vois 4 sorties aériennes réussies, ou plus ou moins. Ok. Derrière Hugo Lloris, qui est blessé. En effet. Vous Ça fait mal. Je trouve que on se repose trop à l'heure actuelle sur De Gea. Alors c'est sûr qu'il n'est pas fautif sur tout. Il a sauvé quelques matchs, mais je pense qu'il n'est plus le gardien qu'il était. Donc j'espère qu'il redeviendra ce qu'il était lors de ses plus grandes années à United, pas forcément en ramenant des trophées parce que ça devient compliqué, mais au moins en raccrochant un Big Four pour aller en Champions League. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment tourné inconsciemment la page Real Madrid ? Ouais, là c'est fini. Sachant qu'il y a Courtois, pour moi c'est fini pour lui. Mais est-ce qu'il a finalement pas un regret ? Parce que voir ce qui se passe à Manchester, j'entends bien, tu es supporter de Manchester, ça reste quand même assez peu cohérent ce qu'ils font, notamment dans le jeu. Ouais, après, il y a une nouvelle politique de recrutement qui est du joueur anglais et voulant jouer absolument à Manchester United. On avait eu le cas de Dybala qui hésitait, donc United avait voulu totalement arrêter de le faire venir. Mais on a une politique qui change. On a Ole Gunnar qui cherche à revenir sur les bases de Ferguson, c'est-à-dire remettre du joueur anglais avec de l'envie avant de faire venir des stars, quoi. Et je pense que si on mettrait Dean Anderson, ça serait peut-être un peu mieux. Donc je sais pas ce qui est prévu pour Dean Anderson la saison prochaine, ni pour De Gea, mais ce serait intéressant à regarder. Oui. Je pense qu'il peut y avoir un bon coup à faire pour les autres clubs en faisant venir Dean Anderson, parce que je ne vois pas Manchester United lâcher comme ça De Gea. En effet, donc très bien sur De Gea. Toi Thomas, tu voulais parler du compatriote de De Gea, qui est actuellement 4e de Première Ligue, Kepa. Exactement, Kepa, j'ai noté 2 fois pour m'imposer cette saison. Donc c'était le match d'ouverture de la Première Ligue face à Manchester United et l'autre match face à l'autre club de Manchester, face à City. Et pour me dire, les matchs que j'ai pu voir de Kepa, il m'a agacé. Donc déjà, pour parler au niveau des chiffres, Kepa, c'est 21 matchs, 29 buts encaissés. Soit 1,38 buts encaissés par match. Et moi, si tu veux, j'avais l'impression c'est un gardien, je trouve, qui n'est jamais décisif. Il fait jamais l'arrêt qui te fait gagner un match ou empêche son équipe de perdre. Et j'ai trouvé donc une stat avancée lorsque j'ai mentionné tout à l'heure sur les buts cadrés prévus et les expected goals. Alors, tout à l'heure, on parlait d'Henderson qui avait un super indice. Kepa, là, c'est un indice catastrophique puisqu'il a le troisième plus mauvais de Première Ligue, avec un indice négatif de 5,7. D'accord. Moins 5,7. Donc c'est l'impression qui se traduit dans les chiffres. Et ce qui m'énerve chez Kepa, c'est des fois son manque de concentration, notamment lors des relances au pied, où des fois il est nonchalant, mais c'est même d'une insolence, je dirais. Il a l'impression qu'en fait il joue avec ses potes à l'Urban, quoi. Des fois, ça m'agace, en fait. J'abonde dans ton sens contre Crystal Palace. Il y avait plusieurs fois où en fait où il se fait contrer, quoi. Ouais, voilà, il met 3 heures à prendre pas à prendre la décision, mais à dégager parce qu'il veut faire la bonne passe, ou je sais pas s'il pense qu'il est tellement bon techniquement à qui peut le faire. Coco, faut être concentré. La Première Ligue, t'as pas de repos, t'es plus tranquille tout seul. Et donc tout à l'heure, j'ai parlé du match face à United où il avait pris 4 buts, où il fait quasiment aucun arrêt dans le match. Et j'avais pas aimé son comportement envers ses défenseurs, où il n'arrêtait pas de les incendier, les critiquer, etc., avec un peu trop de véhémence, alors que lui se remettait pas du tout en cause, il était jamais décisif. Et son attitude en général, des fois, me déplaît à Kepa, alors qu'on sait qu'il a du talent quand même. Donc c'est pas frustrant, mais il m'agace. Voilà, Kepa m'agace. Après, alors, je vais peut-être faire l'avocat du diable. On a quand même eu la blessure de Rudiger depuis le début de saison, qui est revenu et qui supplée pas mal Kurt Zouma, que je trouve vraiment faible.
Oui, bah après la défense de Chelsea, c'est ça qui a du mal, mais je sais pas, Kepa, pour moi, c'est un gardien qui doit montrer qu'il est à la stature de Chelsea, qui peut prétendre à la première place en sélection espagnole. Il doit en faire plus. Je suis désolé, quand tu es à Chelsea, il ne doit pas se contenter du minimum. Donc, certes, peut-être que la défense, c'est vrai que c'est pas les meilleurs joueurs qu'il y a à Chelsea, avec Rudiger ou Zuma, mais Kepa doit faire plus, même déjà au niveau du comportement et d'assurance qu'il dégage envers ses défenseurs. Si à chaque fois qu'il fait intervention, il va leur gueuler dessus sans vouloir les mettre en confiance, c'est compliqué. Déjà, quand on sait que Lampard, défensivement, ses équipes prennent beaucoup de buts. Oui. Donc, ouais, mais Kepa, ouais, c'est moi, c'est surtout l'attitude et les performances, le fait d'être décisif qui m'agace chez lui, quoi. Je sais qu'il peut faire plus. Il peut faire plus. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Moi, c'est un gardien qui me plaît pas spécialement, notamment en termes d'attitude. J'ai beaucoup de mal. Après, pour te contredire sur un match, on va dire, contre Brighton, il fait un match qui est assez bon et qui permet à Chelsea de garder l'avantage au score. Après, il prend malgré tout un but, mais il les laisse dans le match quand même. Et il y a des matchs où il va être bon, il y a des matchs où il va avoir moins de concentration. Je pense que ça se joue là-dessus, c'est au niveau de l'attitude, au niveau de la concentration sur un match. Et je te rejoins totalement sur le couplet de Kepa. Voilà, donc vous avez illustré par vos avis l'inconstance de Kepa. Alors un gardien qui est assez loin d'être inconstant, en tout cas dans son jeu au pied, mais qui peut également faire mieux, c'est Ederson. Oui, effectivement, Ederson, cette saison, il est bon, mais je le trouve moins bon, clairement, que la saison dernière déjà. Et j'ai l'impression que sur plusieurs situations de jeu, il peut faire mieux. Et je le sens un petit peu moins en confiance sur certains éléments, sur certaines actions. Et il y a des buts qu'il a pris en fait que je pense qu'il n'aurait pas pris la saison dernière, tout simplement. Et Alors, voilà. moi, j'ai mon Après, avis sur Ederson. Donc, on va pas refaire l'histoire. On a fait presque toute une émission sur son jeu au pied et sa capacité il a révolutionné sa manière la manière d'être un gardien. Mais moi, je m'en souviens très bien dans les matchs coup près de Manchester City, ne serait-ce que contre Lyon l'an dernier. Moi, j'ai un problème avec la capacité d'Ederson à faire l'arrêt lors des matchs décisifs. ouais, il y a de ça en fait. C'est un peu ça qui m'a marqué. C'est effectivement sur les matchs importants en Première Ligue. On le sait maintenant. Voilà, City, c'est sûr que c'est la cible à abattre et que il faut faire très attention et qu'en face, il y a des équipes qui sont prêtes à prendre le point et à jouer le titre. Et je trouve qu'il a pas fait les arrêts qu'il fallait. Je me souviens il y a ce match contre Manchester United où il prend un but premier poteau. C'est le deuxième, je crois, où du coup c'est où ils perdent le match. Et en fait, je pense que c'est un but qu'il n'aurait pas pris. Enfin, pour moi, il pousse pas assez sur ses jambes en bas, alors que normalement Ederson c'est aussi un gardien qui est bon sur sa ligne, qui est assez vif. Et je l'ai revu comme ça sur plusieurs situations où je sens que, je sais pas, ça manque de tonus, ça manque d'envie. Voilà. Après, voilà, sur son jeu au pied, comme on dit, il y a rien à dire. Je veux dire, c'est toujours exceptionnel, mais là, malheureusement, ça suffit pas et ça masque pas le reste. À l'inverse de celui de Bravo contre Chelsea. Ah oui. Contre Everton, pardon. Oui, voilà, bon, ça après l'intérim un peu de Bravo quand Ederson était blessé, clairement c'est pas bon et c'est pas pour rien qu'à mon avis City est peut-être en quête d'un nouveau gardien. Je crois que c'est ce qu'on s'était dit en off. Je pense qu'à son âge, c'est Gaïta qui est pisté par City. Voilà. Et à mon avis, en deuxième gardien, ça c'est pas plus mal parce que je crois que Bravo il y est plus trop. Et c'est dommage pour lui, hein. Je l'aime bien, je crois qu'on l'aime tous. Mais là, malheureusement, il y a des moments, ça s'est vu et il y a des lacunes, quoi. Bon, c'est à noter pour Ederson. Oui. Pour revenir sur Ederson, je pense aussi que c'est l'effectif de City en entier qui a un peu, on va dire, relâché la pression.
depuis les 2 dernières années où ils ont fait des saisons énormes. Là, on voit vraiment tout l'effectif dans le tout. Oui. Et je trouve que voilà, ça peut aussi expliquer cela. Et puis les nombreuses blessures dans l'axe central avec le départ de compagnie, ça n'aide pas non plus. Vous voyez, moi, ça me donne un peu l'impression de voir le Chelsea de la fin des années 2000, début des années 2010, où ils étaient moins forts en championnat, mais peut-être que ça peut être la bonne année en Ligue des Champions cette année ou l'année prochaine. C'est-à-dire qu'un effectif plus de coupes qui se sublime dans les matchs importants. Alors, on va me dire que Ederson, non, mais peut-être dans les autres matchs, ça peut peut-être être la bonne année. Ouais, peut-être. Ouais, ça pourrait être le cas. Après aussi, Je l'espère pas. Ouais. Mais moi après j'ai surtout l'impression aussi, comme on l'a dit, il y a ce relâchement. Et moi aussi je pense qu'ils sont déjà résignés à gagner la Première Ligue. C'est-à-dire vu le retard pris, Oui. ils le savent. Et du coup, sachant que eux, c'est pas comme d'autres clubs qui essayent d'être à sa recherche de 4e place ou de place européenne ou de revenir un peu à un niveau de jeu décent, un peu comme Arsenal. Eux, ils ont plus grand chose à jouer, quoi. Et le podium, voilà, enfin, je dirais, j'irais pas jusqu'à dire qu'ils s'en foutent, mais voilà, ce qu'ils veulent, eux, c'est gagner, c'est être premier. Ils ont fait une saison dantesque quand ils ont été champions récemment. C'est dur de faire mieux après ça. Je pense humainement, et effectivement, je pense qu'il y a un effet collectif qui se ressent et qui se ressent aussi chez Ederson. Son expulsion contre Wolverhampton, elle est symptomatique. Hein. On voit que sa défense, elle est vraiment aux abois, et lui sort un peu en mode je vais essayer de voir ce que je peux faire, et il se fait totalement avoir et il se fait expulser. Ah bah oui, puis ça se voit, et puis cette sortie, ça se voit que c'est une sortie qu'il aurait pas fait avant. Genre il est complètement à contre-temps, le joueur adverse a le temps de contrôler, et puis voilà, bon après, pour le coup, lui, voilà, il est dans son idée, il va au bout. Bon, ça a le mérite, voilà. On a vu des gardiens aller à reculons et hésiter, et ça on sait que souvent c'est la punition directe. Mais là, malheureusement, il a fait un peu ce qu'avait fait Bravo aussi en Ligue des Champions, en prenant des rouges directs, ce que Ederson faisait jamais, et qui était un peu le point de comparaison avec Bravo. Et là, malheureusement, s'il se met à faire ça, c'est pas bon pour lui. En effet, donc Ederson doit mieux faire, en particulier en Première Ligue. Un autre gardien qui fait mieux, en tout cas qui performe comme son équipe, c'est Kasper Schmeichel. Thomas. Ouais, exactement. Bah, là, on retrouve le Kasper Schmeichel du titre de Leicester, ou même de la Coupe du Monde 2018, où il avait fait plutôt une très bonne Coupe du Monde, bien que le Danemark se fait éliminer par la Croatie. Mais ouais, donc Schmeichel, c'est une grosse saison, leader de Leicester, toujours autant de charisme. Hein. Je trouve que là, ça tient du père là, dans les gènes, au niveau du charisme et d'autorité dans sa défense. Et les gènes ne va pas être bien. Et il fait même peur, je pense, aux attaquants. Exactement. Je trouve qu'il a ce charisme, comme tu dis, et je pense qu'il impressionne les attaquants adverses. Ouais. Et puis, ce qui vient pour Kasper, c'est qu'il s'est fait un prénom. Enfin, il avait un nom de connu, il a réussi à se faire un prénom. Et ça, c'est vrai, c'est assez rare dans le football de réussir à se faire un prénom quand on a un papa illustre footballeur. Et dans les chiffres, c'est le premier au niveau de l'indice, je le disais tout à l'heure, des expected goals avec plus 6,2. C'est le deuxième au niveau des buts encaissés toutes les 90 minutes avec 0,90 buts encaissés toutes les 90 minutes. Et au niveau du pourcentage des clean sheets, il est deuxième avec 38%. Ah, il truste les classements, en effet. Ah oui, au niveau des stats, c'est assez impressionnant. Et en plus, outre la très bonne saison qu'il fait avec les Foxes, ses performances en niveau sélection nationale avec le Danemark, je rappelle notamment dans un match décisif face à l'Irlande qui permet au Danemark d'obtenir son billet pour l'Euro. Il a été plutôt exceptionnel à ce match-là en faisant un arrêt monstrueux à Copenhague. Et ce genre de performance avec le Danemark et puis avec les Foxes, Schmeichel, c'est vrai que souvent on l'oublie dans la course au meilleur gardien du monde ou même en Europe. Il ne faut pas le négliger, je pense. Après, ce qui manque pour Schmeichel, c'est peut-être la régularité au niveau des compétitions européennes.
Mais c'est vrai que des fois, on pensait pas à lui pour recruter des gardiens dans des clubs de haut niveau. Je sais que le Tottenham avait pensé un moment pour remplacer Lloris, même si c'est jamais fait. Schmeichel, c'est un gardien je sais pas si on sous-estime, mais qu'on oublie un peu trop souvent, à mon goût. Et c'est un gardien que j'aime beaucoup. Et l'attitude et puis même ses performances en elles-mêmes sont assez satisfaisantes. Ouais, c'est gardien de entre guillemets petite nation, donc finalement un peu comme Oblak qu'on n'a jamais considéré comme un meilleur gardien du monde. Et également peut-être c'est sa silhouette parce qu'il fait peur, c'est que moi j'ai toujours eu l'impression qu'il était en surpoids, mais en fait c'est juste qu'il est trapu. Ah ouais, non, c'est une masse. Hein. Non, Ouais, c'est une masse. c'est du muscle, hein, c'est pas de la graisse. Hein. Voilà, mais tu vois, c'est pas le gardien longiligne qu'on a comme Courtois, Oblak, et peut-être c'est pas non plus un monstre technique comme Ter Stegen, mais peut-être qu'il a tout un mix avec en plus peut-être ce qui fait et peut-être ce qui le rapproche le plus de Neuer, c'est son caractère. Oui, mais même jeu au pied, il est plutôt raisonnable. Hein. Franchement, il a meilleur jeu au pied que Loris, par exemple. En Première Ligue, je sais pas s'il y a beaucoup Ederson, Alisson. À part eux, je ne vois pas trop de gardiens qui ont un meilleur jeu au pied que lui. Peut-être Leno. Et encore, je suis pas sûr, il faudrait demander à Renault, mais Schmeichel, c'est pas un mauvais au niveau technique, au niveau de ses pieds. En effet. Est-ce qu'il ferait pas comme son père et il mettrait pas des maillots une taille de plus pour paraître encore plus balèze? Alors ça, c'est une bonne question. Question à se poser. Mais c'est sûr que physiquement, c'est pas l'archétype du gardien moderne. Ça, c'est l'évidence. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit sur le terrain, c'est assez impressionnant et ça fonctionne. Et surtout, ça fonctionne en Première Ligue. Et on sait qu'il y a certains coachs tout ça qui diraient qu'un Schmeichel, c'est pas forcément le profil type du gardien Première Ligue, mais pourtant il fait super bien le taf avec Leicester. Et puis surtout, ce qui est beau, c'est d'être resté à Leicester après le titre et que Leicester continue de progresser, d'être sur une bonne dynamique. C'est pas facile pour un club qui jouait plutôt le maintien quand même. Il est complet comme gardien aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Je trouve qu'il vraiment dans tous les sens du terme, c'est un gardien quoi. Il fait tout. Il sait tout faire. Alors, après, il n'excelle pas partout, mais il est bon partout. Très bien. Donc pour Kasper Schmeichel, avec Leicester qui a même plus de points à ce stade de l'année que qu'en 2016 quand ils sont devenus champions. Pourquoi? Parce qu'en face on a Liverpool qui est exceptionnel cette année avec un gardien qui l'est aussi, trophée Yashin, Alisson. Ah oui, Alisson, il est sur. Alors lui, pour le coup, c'est impressionnant parce qu'il est sur il fait des performances ultra constantes. Il est toujours aussi fort. Et c'est un petit peu ce qu'on demande aux gardiens par rapport à tous les autres joueurs de champ, c'est d'avoir une performance constante. Et lui, vraiment, il est toujours aussi bon. Il porte son équipe. Alors, à préciser tout de même que lui, il a loupé beaucoup de matchs en début de saison parce qu'il était blessé. Donc il joue que depuis la 9e journée. C'est Adrian qui jouait. Voilà, sauf que j'aimerais quand même dire qu'en 12 matchs de championnat, il a pris que 5 buts. Voilà. Yes. C'est très peu. Sachant que Liverpool a pris 14 buts, donc il a pris autant de buts que Adrian. Voilà, donc là-dessus, il est quand même toujours très 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 performant. Après, une fois de plus, il est aussi porté par une force collective. Voilà, Liverpool, c'est extrêmement fort en ce moment, c'est imbattable, c'est injouable quoi. Et quand on voit les points pris, en fait, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, je sais qu'on n'est qu'à la moitié de la saison et que c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais est-ce qu'on est peut-être sur une saison invincible? Je sais pas, mais ça y ressemble. Ah, c'est possible. Hein. Honnêtement, c'est très possible. Et ça ferait de lui, un gardien. Si ils vont au bout sans perdre, ça va être fou. Ouais, ça pourrait devenir le gardien des invincibles de Liverpool. Peut-être alors après, il y a Vas-y, il faudrait aussi mettre en relation Adrian. Parce qu'Adrian a quand même joué quelques matchs et a été aussi important dans ces matchs. Et c'est une vraie trouvaille qu'a fait Liverpool en le faisant venir gratuitement. C'est lui qui faut aussi mettre ça en valeur. C'est lui qui donne la Super Coupe d'Europe à Liverpool en remportant la séance de tir au but. C'est ça. Donc
pense que c'est bien de mettre l'accent sur lui parce que c'est aussi un gardien qui fait pas de bruit, qui est tous les ans en première ligue et qui fait le taf quand on fait appel à lui. Adrian. Très bien pour Alisson. On arrive vers la fin de l'émission. Il est temps de vous demander, messieurs, votre top 3. Et on va commencer par Thomas. Quel est ton top 3 des gardiens de Première Ligue pour ces 21 premières journées? Alors moi, je mettrais en numéro 1 Kasper Schmeichel. En numéro 2, je mets Tom Heaton. Malheureusement, en fin de saison, on ne pourra pas le mettre dans le top 3. Et en troisième, je mets Alisson. Je mets Alisson troisième parce qu'il n'a fait que 12 matchs. Voilà. Autrement, je pense qu'il faut répéter ce genre de performance lors des 21 matchs, c'est ça, qu'ils ont disputé à Liverpool. Oui. Je pense qu'il resterait à la première place sans aucun problème. Mais là, je récompense la régularité, la performance de Schmeichel et puis Tom Heaton aussi. Parce que bien que Aston Villa soit en difficulté, Tom Heaton a souvent sauvé les Villains et voilà, j'ai envie de le mettre un peu en lumière. Tout un gardien qui est un peu méconnu si on ne suit pas trop la Première Ligue. Donc voilà, les deux premiers, c'est un peu des coups de cœur, on va dire. Et puis Alisson, c'est la logique. Mais Alisson pourrait être numéro 1. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais dans cette émission, on montre que l'archétype du gardien anglais qui était nul dans les années 90-2000 est devenu assez faux. Ensuite, Renaud, ton top 3? Alors moi en top 3, alors pour le coup, c'est vrai, même si Thomas l'a dit qu'il a joué que quasiment la moitié de la partie, moi je mets Alisson premier parce que je mets la constance. Moi je le trouve impressionnant qu'un gardien soit aussi constant, même si c'est pas sur toute une première partie de saison. Moi je pense qu'il va continuer sur sa lancée et il va pas nous décevoir. Moi en deuxième, je mets Rui Patricio parce qu'il m'impressionne, parce que voilà, à 33 ans, il est toujours aussi performant. Surtout, je le trouve, c'est assez intéressant de voir jouer globalement les Wolves et Wolverhampton. C'est une équipe assez sympa, je trouve. À voir jouer, il se passe des choses, quoi. Et en troisième, alors c'est le cœur, mais pas que. Je mets Leno. Parce que Leno, il a galéré, Fanboy. il galère, mais il s'en sort hyper bien, je trouve. Et franchement, moi, je trouve qu'on est content de l'avoir, quoi. Honnêtement, sans lui, je sais pas ce qu'on ferait. Ça se reflète pas forcément statistiquement et dans le classement d'Arsenal, mais je pense qu'il mérite. En effet, très bien pour ton classement, Renaud. Robin, ton classement? Et ben moi, ce sera Schmeichel 1, Dean Anderson 2, et en 3, Alisson, même si j'ai hésité avec Foster et Patricio. Oui. Voilà. Schmeichel parce qu'il fait une très bonne saison et il y a vraiment une complémentarité avec son back four et Dean Anderson, c'est sa première saison et vu ce qu'il fait au niveau où il est, c'est très très fort. Et il nous avait même embêté l'équipe de France en jeune, je crois que c'était la compétition cet été. Ouais. Je crois qu'il avait arrêté un penalty. Ouais, mais c'est Wan-Bissaka qui a tout gâché en fin de match. C'est ça, avec un CSC. Exactement. Mais il avait été très bon sur la performance-là et puis il réédite ça sur cette début de saison et l'année dernière il était exceptionnel aussi avec Sheffield, donc c'est aussi le récompenser. Et Alisson, parce que c'est Alisson, quoi. Maintenant on se pose plus la question, quoi. Oui, il a un petit peu suivi la même trajectoire que Salah finalement. Il est venu de la Roma où on se posait des questions. Oui, est-ce que c'est un bon joueur? Et il a mis tout le monde d'accord en une saison. À la Roma, au début, il n'était pas titulaire, hein. C'était Szczęsny. Bien sûr. Comme Salah l'était pas avec Rudy Garcia. Ouais, mais du coup, la question se posait réellement, quoi. Bon, après, les choix de Rudy Garcia. Oui. Hein, d'accord. On fera une autre émission. Et Nico, toi, ton top 3? Mon top 3, dans mon top 3, je mettrais en premier Schmeichel. Schmeichel parce que c'est pour récompenser le début de saison de Leicester. En 2, je mettrais Rui Patricio
également pour le début de saison de Wolverhampton et tout simplement pour également sa constance. Donc on est sur Rui Patricio, c'est vraiment le gardien qui peut te sauver un match et qui permet à Wolverhampton de passer des paliers. Et en 3, comme vous, je mets Alisson parce que quand on est sur une année d'invincible, faut d'abord penser également au gardien qui fait en sorte de jamais prendre plus de buts que l'adversaire et on est vraiment sur du très haut niveau de la part d'Alisson. Voilà. Donc un peu comme presque, je fais un mix entre vous sur ce classement. Merci messieurs pour cette émission de Première Ligue. Merci à toi. Merci à toi. On a Merci défloré à tout le le sujet pendant 1 heure, donc on a fait un tour complet de la Première Ligue. Si jamais vous l'avez pas vu, on a également l'émission Ligue 1 qui est sortie il y a quelques jours. Et on va également faire des previews de la Ligue des Champions, donc parler un petit peu des gardiens, des forces en présence début février. Donc restez connectés, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager nos émissions. On prend du plaisir à les faire. Et en attendant, on vous souhaite de très bonnes mains opposées.